Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV, évidemment des émissions, des programmes qui vous sont proposés régulièrement autour de la mobilité. Et aujourd'hui, Equipoto, cap sur 2023, on l'évoque avec nos invités. Philippe Baudin, le président d'Equipoto, est avec nous. Bonjour Philippe Baudin, soyez le bienvenu. Aurélie Jouve, la directrice d'Equipoto. Bonjour Aurélie Jouve, soyez la bienvenue. Avec nous également, pour parler de la filière, Fabrice Godefroy. Bonjour, vous êtes le directeur d'IDLP. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et Philippe Barrault. Bonjour Philippe Barrault, le président de Classe Équipement. Soyez le bienvenu. Merci. On est ravis de vous accueillir. C'est vrai qu'Equipoto, il y a encore peu de temps, Aurélie Jouve était présent avec le salon 2022. Est-ce qu'on peut en faire le bilan? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Ça s'est très bien passé. Au cœur d'ailleurs du mondial de l'automobile, en parallèle. Au cœur de la Paris Automotive Week, qui était effectivement une première mondiale. Donc Equipoto a fermé ses portes il y a tout juste un mois, le 22 octobre, sur effectivement une très belle édition avec une très belle fréquentation. Donc on n'en attendait pas moins. Les chiffres l'ont prouvé. Il y a eu une très belle effervescence pendant les 5 jours. Donc on a vécu une très belle édition. Très belle édition et on se projette, Philippe Baudin, vers l'avenir parce que 2023 c'est maintenant, c'est demain en tout cas. Et il y a des échéances particulières qui vous attendent. Oui, forcément. Il y a Lyon déjà. Il y a Lyon, mais comme à chaque fin d'édition, on est obligé de se projeter sur l'avenir. Le bilan, Aurélie l'a fait, et le bilan d'Equipoto 22, je pense que c'est un événement qui a rempli toutes ses attentes. Dans le contexte économique dans lequel nous vivons, nous sommes obligés de nous projeter sur l'avenir. Donc nous avons décidé effectivement de nous projeter sur un calendrier qui est établi maintenant quasiment de manière annuelle et non plus sous forme d'une biennale. Le prochain Equipoto à Paris se tiendra pour les 50 ans de l'événement à Paris, porte de Versailles, donc en 2025. En 2024, on a prévu de refaire un petit tour en province avec Equipoto On Tour. Et en 2023, fort de l'expérience qui était celle que nous avons eue sur Equipoto Paris avec la Paris Automotive Week et donc la proximité avec les constructeurs, on a prévu d'aller à Lyon l'année prochaine sur un format un petit peu plus court, de 3 jours, aux côtés du Salon de l'Automobile de Lyon qui est en pleine expansion maintenant depuis quelques années. Donc tout ça, ça faisait du sens. C'était vraiment un plan de continuité. Donc oui, il y a des échéances qui arrivent et 23, c'est demain. Donc on est déjà en train de s'atteler à la tâche. Et 2025, c'est après-demain. Mais je m'attarde un tout petit peu sur le cinquantenaire. 50 ans, proche de la mobilité, Aurélie Jouve, au service de la mobilité. Ça aussi, c'est un tournant tout de même dans l'histoire d'Equipoto. Oui, ça montre bien qu'on est sur un événement qui a su s'adapter, qui évolue. Et comme le dit Philippe, une fois qu'on a fermé les portes, on réouvre le cahier et on se pose toujours les bonnes questions pour être vraiment en phase avec les enjeux du secteur. Je crois que c'est une aussi des bonnes recettes d'Equipoto et ce sont les raisons pour lesquelles à chaque fois on sait être en plein et enclin avec les enjeux. Donc, Equipoto a été créé en 1975. On fêtera ses 50 ans en 2025. Et à chaque fois, voilà, on s'attache à être proche des acteurs et puis surtout attirer les nouveaux acteurs. On est sur une filière qui évolue beaucoup, qui va très vite, ce qui explique aussi notre annualisation avec des formats différents. Mais voilà, on va préparer en tout cas, je pense, une très belle édition pour les 50 ans. J'en suis persuadé, avec évidemment la filière, les acteurs qui sont présents. Tiens, justement, Fabrice Godefroy, pour IDLP, quel intérêt d'accompagner, d'être présent sur Equipoto, et sans doute depuis longtemps, et peut-être pour longtemps, je vous le souhaite en tout cas. Alors nous, ça fait plus d'une vingtaine d'années, effectivement, qu'on est fidèle à Equipoto. On a même fait une fois Automechanica. Alors nous, on est un distributeur national. Et comme on est un distributeur national, Equipoto, notamment, nous permet de rencontrer un maximum de personnes en un minimum de temps. Donc ça, c'est un des intérêts. Et puis derrière, ça nous permet aussi de faire des événements qu'on ne ferait pas facilement, tout seul. Notamment, on a fait une table ronde qui a été extrêmement intéressante sur l'avenir de notre métier, parce qu'il y a une profonde mutation dans notre métier dans les quelques années à venir, avec l'électrification du parc roulant et le 100% électrique. Et donc, pour nos clients et pour nos adhérents, c'était extrêmement important d'essayer déjà d'avoir des perspectives et surtout d'anticiper cette évolution qui va être extrêmement forte. Donc voilà, donc Equipoto, ça nous permet à la fois de rencontrer nos clients, des prospects,
Bien sûr. Et aussi de créer des événements à ce moment-là, et aussi de faire du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on a eu un record sur le stand en termes de chiffre d'affaires en prise de commande sur le stand, et pas uniquement en équipement d'atelier. Au moment d'Equipoto, Ouais. vous avez battu un record Par de rapport chiffre à tous les d'affaires, autres de prise de équipes auto, commande. ça a été effectivement un record pour Ça nous. veut dire que ça marche. Ça marche très très bien. Alors évidemment, il faut bien le préparer en amont. Oui. Et on a notamment fait des pré-saisons qui ont été extrêmement intéressantes. Donc Equipoto, pour nous, effectivement, a coché toutes les cases et ça a été très intéressant. Même question, Philippe Barraud. Est-ce que vous faites le même diagnostic que Fabrice Godefroy pour Classe Équipement avec Equipoto? On est complètement en phase. Alors, notre présence à Equipoto, c'est une évidence. C'est une évidence pour plusieurs raisons, parce que, comme l'évoquait rapidement Fabrice, l'équipement a besoin d'être montré, d'être présenté. L'outillage en est de même, surtout qu'on est sur un marché qui évolue très très vite, avec des besoins et énormément de questionnements. Donc, d'être présent proche de l'utilisateur et de nos distributeurs afin d'informer et d'expliquer tout ça, ça semble être une évidence. Au-delà de ça, je fais exactement le même bilan en termes de prise de commande, en termes de succès sur cette édition. Ça a été de loin le plus bel Equipoto. Merci à vous. Très bien, c'est ça, parce que vous faites de l'équipement, outillage technique, automobile, poids lourd, et puis vous avez pu noter, quantifier avec Equipoto une prise de commande, ou en tout cas, vous avez récolté les fruits. On a récolté les fruits de l'investissement important qu'on a pu faire sur un stand qui était particulièrement spacieux. Un stand que nous avons partagé, entre autres, avec nos amis de chez NTN, SNR et Elring, où tous les trois, on a formé le Club Technique Auto, qui avait un petit corner pour faire des formations tout au long de la semaine. C'est un succès qui est grandissant, hein, tous les ans. Le CTA, on l'a créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ça continue de pousser très, très fort. Et Equipoto est, on va dire, le terrain le plus fertile pour des formations type CTA. Donc, cette proximité avec l'utilisateur qui, particulièrement en ce moment, a énormément de questions, a énormément d'interrogations, tout ça sont les ingrédients pour ce succès qu'on vient de clôturer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas, Philippe Baudin, se reposer sur ses lauriers. On peut se féliciter, se congratuler effectivement du succès, d'une bonne organisation. Mais la stratégie pour réinventer les services de la mobilité, on ne peut pas s'arrêter là. Il y a forcément une évolution. On doit avancer en marchant parce que la filière, justement, évolue. Et les demandes aussi. Oui, très justement, la filière évolue. Fabrice, au travers d'un centre de tribunes, en parle très régulièrement pour la défense, en tous les cas, des intérêts de la mobilité, en tous les cas, la mobilité future. On est obligé de constater, en tous les cas, face au marché, quelles sont les échéances, en tous les cas, de tirer un bilan pour que nous puissions adapter l'outil, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille tous les jours, c'est de proposer un outil qui soit cohérent par rapport aux attentes du marché. Cette année, je pense que c'était une première mondiale, le fait d'avoir un salon B2C, un salon B2B, dans le même lieu, dans un même espace-temps. Je pense que c'était quelque chose qui était important. Avec des nouveaux acteurs qui sont arrivés, il ne faut surtout pas oublier de le dire. Les échéances à venir, 2023, 2024 et 2025, vont reposer exactement sur les mêmes analyses. C'est-à-dire que l'on va, 23, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un plan de continuité dans cet esprit de notion de Paris Automotive Week qui sera à Lyon, qui ne sera pas la Paris-Lyon Week, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui sera orienté sur le même état d'esprit, avec une proximité donc, des constructeurs et des équipementiers qui contribuent à l'évolution de notre métier. Il y aura 2024, 2025, forcément un intérêt, en tous les cas pour nous, d'aller chercher des nouveaux exposants, de s'intéresser, en tous les cas, au devenir de la filière. On parle de transition énergétique, oui, il faut en parler. On parle d'électrique, on parle d'hydrogène, on parle d'hybridation d'une manière générale, on parle aussi de diesel parce que ça fait partie du parc roulant. Et aujourd'hui, on est obligé de constater que sur les 10 prochaines années, on a encore, peut-être même les 15 prochaines années, ce n'est pas Fabrice qui va me contredire, je pense qu'on a encore un marché dont il va falloir s'occuper et se préoccuper. Donc c'est quelque chose qui doit être aussi pour nous dans la réflexion de fond et de forme. On a beaucoup dialogué avec les grands exposants pour comprendre leurs attentes. On a discuté avec les fédérations, on a discuté avec les organisations syndicales qui aujourd'hui sont acteurs sur le marché également. Donc tout ça fait que, oui, il faut parler de la transition énergétique, oui, il faut parler du futur, il faut parler du présent aussi.
Et l'objectif d'un salon, et au travers de ce que viennent de dire 2 exposants majeurs de l'événement, on a rempli notre mission. Ces gens, ils investissent aujourd'hui, ces exposants investissent des sommes parfois extrêmement importantes pour être présents sur un salon. Ils tirent un bilan économique. Le bilan économique, il repose sur quoi? Simplement du commerce. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on a fait le tour du salon, dans les allées, j'ai pu le faire, Aurélie l'a fait, on a échangé avec des collègues parce que je suis aussi équipementier et je suis également exposant sur le salon. Donc le bénéfice que je peux tirer de la semaine, il est le même. Ce simple état-là nous conduit évidemment à un état de satisfaction par rapport à l'organisation, aussi une attente de la part des exposants, des clients qui viennent visiter. Et tout ça combiné font que finalement, aujourd'hui, on a un événement qui a maintenant non pas toute sa légitimité, parce que je pense qu'il l'a depuis des années, mais en tous les cas qui a un devenir certain, qui a aujourd'hui une pérennité qui va forcément être accrue, une dynamique sur laquelle on va continuer à travailler en 2023, 24, 25 et plus. On est déjà en train de réfléchir à plus loin, et puis au-delà des frontières, parce que le modèle aujourd'hui Equipoto, visiblement, a rempli d'espoir un certain nombre d'acteurs, et puis peut-être peut nourrir un certain nombre de motivations d'autres à copier. Je ne veux pas dire copier le modèle, mais en tous les cas, on ne peut être que pourquoi pas, mais on ne peut être que satisfait en tous les cas du résultat de l'Equipoto 22, et on espère que 23 sera également une très belle édition. Avec un standing à conserver évidemment, avec ce modèle économique qui fonctionne, j'allais dire qui semble fonctionner, non, qui fonctionne en effet. C'est vrai que le secteur évolue, Aurélie Joux. Si vous deviez faire, vous, la photographie pour vous projeter sur les échéances dont on parle avec Equipoto, quelle serait cette photographie par rapport à l'évolution du secteur? Quels sont les points importants, selon vous, qu'il va falloir traiter en particulier, ou les sujets d'actualité pour le salon? Philippe l'a dit, en fait, on a trois grands enjeux. Il y a cette transition énergétique qui est au cœur de notre filière. La transition climatique, on parle beaucoup d'économie circulaire, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est un prérequis. Le secteur de l'automobile y est, mais il y a encore beaucoup de choses et de pédagogie à faire. Et puis, il y a le sujet de la formation. On l'a dit, on est sur une filière sur laquelle on a besoin d'attirer des jeunes, de les former. On a aussi besoin d'accompagner les professionnels d'aujourd'hui sur cette transition énergétique qui arrive et qui va monter en puissance. Donc, on a vraiment je dirais cette brique transition climatique, énergétique, et puis la formation à la fois des jeunes et des professionnels. Ce sont vraiment 3 grands enjeux qu'on a eus et qu'on a traités sur Equipoto 2022 et qu'on va continuer de traiter, que ce soit en amont du salon ou même sur les prochaines éditions. Sur quoi, selon vous, Fabrice Godefroy, pour IDLP notamment, il faudrait encore travailler? Quels sont les points qui, selon vous, il faut améliorer? Parce que, OK, il y a un consensus où tout le monde dit c'est formidable, et c'est vrai, donc tant mieux. Mais je pense qu'il faut peut-être essayer de progresser encore, d'améliorer, d'évoluer. Comment vous, vu de votre fenêtre, vous le feriez? Alors, le constat déjà aujourd'hui, à la différence des constructeurs, on a un peu plus le temps de se préparer dans la rechange indépendante, parce qu'on travaille sur un parc roulant de 7 ans. Donc déjà, dans un premier temps, on doit être en capacité encore aujourd'hui de réparer les véhicules du parc roulant d'aujourd'hui, qui sont encore très thermiques, parce que le parc roulant du véhicule 100% électrique, ça doit être 2%, donc on a encore beaucoup de thermique. Donc il faut être en capacité de pouvoir le réparer aujourd'hui. Donc ça, c'est... Et en plus, le marché est porteur actuellement, parce qu'on vend de moins en moins de voitures neuves, donc les gens réparent de plus en plus leurs véhicules. Même si aujourd'hui, l'inflation fait que pour les automobilistes, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'ils sont touchés aussi par cette inflation. Comment on s'adapte quand on est distributeur de pièces comme vous, justement, par rapport à l'évolution dont vous parlez? Alors, ça, c'est en deuxième temps, c'est qu'il faut absolument se projeter vers l'avenir. On sait très bien qu'on aura de plus en plus de véhicules 100% électriques. Et notre problème aujourd'hui en tant que distributeur, et c'est extrêmement compliqué d'avoir des réponses, c'est de savoir, déjà, qu'est-ce qui sera réparable sur un véhicule 100% électrique, première chose, et qui seront les équipementiers de demain. Parce que peut-être que les équipementiers d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les équipementiers de demain. Donc, c'est vraisemblable. Alors, je pense qu'il y aura les grands équipementiers... Pas dans l'immédiat, mais c'est vraisemblable. Les grands équipementiers, évidemment, vont s'adapter, mais c'est sûr qu'on aura peut-être affaire à d'autres équipementiers, notamment sur les cellules de batterie. Peut-être qu'on ira voir CATL ou LG, qui sont les fabricants aujourd'hui de batteries. Donc, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'il faut
tout en travaillant et étant compétitif sur le marché d'aujourd'hui, et il est très porteur en ce moment, mais par contre, il faut absolument se projeter et anticiper. Parce qu'il ne faut pas arriver dans 5-6 ans et être confronté et en se disant, tiens, mince, le marché est là, on ne sait pas comment les réparer, comment on va le faire. Et j'en finis là-dessus, mais ce qui était d'ailleurs, pendant cette équipe auto, ce qui tranchait pendant cette équipe auto, c'était la différence du dynamisme qu'il y avait pendant équipe auto. Oui. Beaucoup de monde, beaucoup de gens qui étaient présents sur équipe auto, et ça tranchait évidemment avec le mondial de l'automobile, où la plupart des grands constructeurs européens n'étaient pas là, c'était très chinois. Heureusement, il y avait quand même les constructeurs français, mais ça tranchait un peu. Donc, il y a des fois, il ne faudrait pas qu'on se dise équipe auto, c'est le marché d'aujourd'hui et d'hier, et malheureusement, la dynamique du futur est celle du mondial de l'automobile. Donc il faut absolument qu'on soit en capacité, et c'est pour ça qu'il faut que l'ensemble des équipementiers, et même les constructeurs, parce que je pense qu'il n'y a plus de clivage entre les constructeurs, la rechange indépendante, tout ça, ça s'est ouvert depuis quelques années. Il faut que le monde, la famille de l'automobile, se projette de la meilleure des façons pour ce qui va nous arriver dans quelques temps. Philippe Barraud, vous l'avez constaté, vous aussi, ce décalage dont parle Fabrice Godefroy entre les constructeurs, en effet, qui ne sont pas unanimes, et puis les équipementiers. Et cette volonté qu'on a constatée sur Équipe Auto de travailler ensemble, justement, d'évoluer, de développer la filière. Ce décalage-là qui peut être, à un moment donné, embarrassant pour tout le monde. Je pense que tout le monde a pu le constater. C'était aussi l'intérêt de l'Automotive Week, de rassembler un petit peu tous ces événements autour de la filière. Ça a pu mettre toutes les cartes sur la table. Ça, c'est vrai. Voilà. Après, quand il y a des ruptures technologiques de ce type, forcément, il y a la vague après où tout le monde se cherche. Tout le monde essaye certains supports, certaines techniques, et forcément derrière, les gens qui agissent en direct, on va dire, sur le terrain, comme les distributeurs ou les équipementiers de l'aftermarket, ils suivent cette tendance où il y a tout un tas de petites technologies qui font surface. Alors, évidemment, ça complexifie énormément le travail du réparateur. Ça l'inquiète. Ça lui demande d'être très agile et surtout très réactif en termes de formation, comme l'a évoqué Aurélie. Et forcément, ça lui demande également beaucoup d'investissement en termes d'outillage, parce que les opérations à effectuer sont de plus en plus différentes. Et surtout, elles sont risquées. Hier, on pouvait se faire mal avec une boîte de vitesse. Si aujourd'hui, on ouvre une batterie, on va rester collé à 400 volts. Donc, il y a un risque qui est quand même bien plus important. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un phénomène de marque employeur qu'il faut prendre en considération. On a parlé de formation, mais l'image de la réparation automobile, on a besoin de la réexpliquer. Oui. C'est plus le garage à papa. Cette image-là, faut, lors de salons comme Équipe Auto, faut la mettre en avant, faut l'expliquer. On a énormément de mal, le métier a énormément de mal à recruter, et la qualité de travail et les conditions de travail, les conditions d'équipement dans les ateliers sont une part très importante de la décision du futur collaborateur. Oui. Donc ce point-là, je voulais vraiment insister dessus. On le voit un petit peu partout, c'est très important qu'on se batte tous ensemble sur le sujet. En fait, Philippe Baudin, la mission principale aujourd'hui et demain d'Équipe Auto, à l'aune de tout ce qui a été dit, c'est de faire de la pédagogie pour la filière, pour que tout le monde comprenne et que tout soit en cohérence et qu'il y ait des vases communicants. Plus que de la pédagogie, c'est de rester en phase avec la réalité du marché. Je pense que c'est ça qu'il ne faut surtout pas oublier. Quand vous regardez un salon, en fait, c'est le reflet de ce que vous vivez tous les jours. Vous avez des gens qui vont être extrêmement attentifs aux nouvelles technologies pour le choix d'un véhicule, parce que la mobilité reste quand même un outil aujourd'hui de liberté, et il ne faut pas l'oublier, d'utilité générale en tous les cas. Donc il y a ce premier constat. Ensuite, il y a la vie du véhicule. La vie du véhicule, il faut l'accompagner. Donc il faut avoir des réponses qui soient des réponses cohérentes. Ça sous-entend que vous avez des produits, des services et des acteurs de cette filière. Et Aurélie le disait tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse aussi au futur de la filière. Et le futur de la filière, ça passe par de l'information et de la formation.
On doit informer l'ensemble des professionnels aujourd'hui de la filière que pour aller maintenir leur niveau de prestation de service, ils ont besoin de formation, de la formation continue. Les former, comme le disait Philippe, à ne pas rester collé sur une batterie, c'est important. Leur avoir appris hier, c'est pas idiot. Leur avoir transféré une formation hier pour optimiser une réparation sur une boîte de vitesse, ok, très bien. Demain, leur métier va vraisemblablement changer. Sur un espace-temps assez long, peu importe, il faut l'accompagner. Et pour faire en sorte que ces professionnels, demain, qui partiront du marché parce qu'ils arriveront en fin de carrière, doivent être, en tous les cas, doivent avoir une succession, il faut former les jeunes, et c'est ce que nous avons fait au travers d'un certain nombre de démarches auprès des écoles, pour informer les jeunes que dans la filière automobile, il n'y a pas que le fait de travailler sous un pont élévateur. Il y a plein de choses à faire. Il y a de la finance, il y a du commerce, il y a du marketing, il y a de la logistique, il y a des métiers qui sont absolument passionnants, et c'est ce que l'on essaie de transférer en message auprès des jeunes. Et tout ça, c'est la mission d'un salon comme Equip-Auto. Vouloir ne se projeter que sur la batterie, ok, très bien, mais est-ce que ça fait du sens aux réponses du marché actuel? La réponse est non. On est obligé d'avoir une offre qui soit cohérente par rapport au marché, et c'est en tous les cas, c'est le sens de notre démarche. Donc oui, on va continuer, c'est l'ADN d'Equip-Auto, on va continuer en 23, 24, 25. On s'adaptera également, et puis si on a des réponses précises à donner au marché, que ce soit pour la transition énergétique, que ce soit demain peut-être pour parler de l'hydrogène plus au quotidien, et ben on le fera. C'est une adaptation au marché, ça permettra et ça engendrera, comme le disait Fabrice, d'avoir des nouveaux acteurs qui vont rentrer. On parlait des fabricants de batteries, très bien. Ils ne sont pas exposants d'un salon comme Equip-Auto aujourd'hui. Peut-être le seront-ils demain, et tant mieux. On parle aujourd'hui d'utilisation d'un véhicule avec un smartphone. Pourquoi demain matin, on s'interdirait d'avoir un Apple, un Google, un Samsung qui soit présent sur un salon pour les véhicules équipés, bien sûr, et les véhicules connectés. Absolument. Non, mais ça fait du sens et c'est inéluctable. C'est très vraisemblablement inéluctable. Pour conclure, on a assez peu parlé, et pourtant c'est un pilier particulièrement important pour Equip-Auto, Aurélie Jouve, de la formation. Ok, vous l'avez évoqué, mais comment ça peut se développer, comment ça peut s'incrémenter dans les années à venir, la formation qui semble être un point particulièrement important, voire vital? La formation, on l'aborde de façon collective avec les exposants et puis les différents partenaires avec lesquels on travaille depuis maintenant des années. Donc, on l'aborde par du contenu traité sur le salon. Donc, on a généralement tout un programme d'ateliers, de conférences qui traitent du sujet de la formation. Et puis, on a nos exposants qui sont en relais. La formation, c'est aussi toucher du produit, parler avec les gens du métier. Et c'est cette pédagogie collective qui fera qu'effectivement, on va montrer qu'on est sur une filière extrêmement innovante, qui s'adapte et puis qui recrute. Donc, on a besoin d'attirer les jeunes. Donc, nous, c'est un sujet qu'on va laisser au cœur de l'événement, qu'on va s'attacher à amplifier. Et puis, encore une fois, je parle beaucoup de collectif, mais effectivement, c'est ça, un salon, ça n'est que la bonne recette d'exposants qui sont là, qui ont su s'adapter avec de très beaux stands, montrer du produit. Et donc, c'est cette force-là qui fera que, voilà, qu'Equip-Auto va permettre au marché de s'adapter et de se développer. Et on pourra le constater pour Lyon 2023, qui est la prochaine échéance, en tout cas la plus proche. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Mobility TV. On a passé un bon moment et on a appris des choses, comme à chaque fois. Vous restez avec nous, bien sûr, et vous continuez à consommer les contenus et les programmes de Mobility TV, bien sûr. À très bientôt.